Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire un guide pratique pour toutes les classes de la 5e édition de Donjons et Dragons. Ça fait déjà quelques années qu'on joue à la 5e édition, puis on a eu la chance de voir à l'œuvre à peu près toutes les classes de base du jeu. On a pu voir la différence entre la carte et le territoire, la théorie et la pratique. Alors je vais vous faire mon top 12 des classes qu'on retrouve dans le manuel du joueur de Donjons Dragons, les classes dites de base. Et je vais essayer de vous faire un pitch de c'est quoi votre rôle dans l'équipe si vous jouez une de ces classes-là. Essayez de vous présenter leurs forces et leurs faiblesses. Pourquoi je les aime? En 12e position, on a le rôdeur. Donc le ranger, qui est le chasseur, le guide de survie en forêt. C'est celui qui va pouvoir passer facilement un mois dans des montagnes perdues ou qui va pouvoir survivre pendant des années dans une forêt à manger des opossums. Si vous allez jouer une campagne qui se déroule dans la nature sauvage, que ce soit la jungle, expédition de montagne, de l'ombre-terre, les souterrains, il faut regarder les compétences de classe du rôdeur parce que plusieurs de ses habiletés qui vous permettent entre autres de survivre dans un environnement sauvage donné, d'avoir des avantages non négligeables dans ces lieux-là. Fait que ça, oui, c'est super! Puis en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le rôdeur, il est pourri! Mais c'est pas vrai! Il y a beaucoup de qualités au rôdeur. Puis oui, c'est peut-être pas la classe martiale par excellence, il fait peut-être pas autant de dégâts que le barbare ou le paladin, mais avec un marque dans les mains, il a accès à tout un lot de sorts qui va infliger du dégât à distance. Et on doit le dire aussi, il y a eu beaucoup d'amour placé dans cette classe-là, dans les derniers livres. Fait que si vous allez regarder les archétypes comme Gloomstalker, Monster Slayer, vous allez voir qu'il y a possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire avec cette classe-là. Donc, je pense que mon seul gros bémol avec cette classe-là, c'est qu'il y a beaucoup de ces habiletés de classe qui vont dépendre de votre maître de jeu et de votre campagne. Ça va être des pouvoirs, des qualités qui sont extraordinaires, mais de façon situationnelle. 11e place, on a le barbare. Donc le barbare, c'est celui qui frappe comme une tonne de briques. C'est un des meilleurs combattants au corps à corps qui existe, toutes catégories confondues, et c'est surtout le spécialiste pour absorber du dégât. Alors, si vous prenez certains choix de carrière en tant que barbare, vous pouvez avoir résistance à peu près tous les dégâts quand vous êtes en rage, ce qui est extraordinaire. Donc, vous pouvez être là au milieu de la mêlée, puis recevoir le dégât à la place de vos amis. Je pense que là où, pour moi, le barbare est peut-être moins intéressant à jouer, on s'entend, hein? Toutes ces classes-là peuvent être intéressantes si vous avez le bon archétype, le bon concept de personnage. Elles sont toutes plaisantes. Mais le barbare, c'est que tu as juste moins de choix quand c'est ton tour. Donc, quand c'est ton tour, tu vas te déplacer, tu vas rager et tu vas frapper. C'est pas mal toujours ça qui va se produire. Et même si tu as un archétype avec des options autres, le groupe va toujours te mettre de la pression pour faire « Mais qu'est-ce que tu fais? Fais juste te mettre devant le monstre! » Et c'est là pour moi où le barbare, finalement, il est peut-être un petit peu moins intéressant à jouer. C'est que vous êtes pas mal toujours dans cette situation-là, à vous mettre devant le monstre et vous faire taper dessus. Mais il faut dire aussi que le barbare brille plus ou moins dans les autres sphères du jeu. Donc quand on parle d'exploration, d'enquête, de support, de négociation, ben, le barbare est toujours un petit peu laissé à la traîne. Remarque, ça peut toujours être intéressant d'intimider les gens puis les rentrer dans des murs. Mais si vous jouez règle comme elle est écrite, si vous n'avez pas beaucoup de charisme, vous êtes pas très intimidant. Fait que là aussi, c'est là, je pense, où le bas blesse pour le barbare. C'est qu'on est un peu limité à notre rôle de combattant et d'éponge à dégâts. Mais si vous aimez ça, je pense que vous allez être servi. Si c'est votre premier personnage aussi, puis que vous voulez juste frapper, vous voulez pas trop vous poser de questions, barbare avec une épée à deux mains, vous êtes en business. 10e place, on a le paladin. Donc le paladin, bien sûr, qui est une classe explosive. Fait que si vous voulez vraiment donner du dégât, là, je pense que j'ai rarement vu autant de dégâts infligés par un personnage qu'un coup critique infligé par un paladin lors d'un châtiment du mal. Tu sais, ça fesse. Si vous voulez vraiment là, avoir comme les deux mains pleines de dés quand vous roulez le dégât,
le paladin, ça peut être une excellente option pour vous. Bien sûr, c'est un excellent frontliner aussi. Donc, si vous voulez être en première ligne, bloquer les adversaires, le paladin est courageux, il y a des auras pour aider ses amis, puis en plus, je pense que c'est pour ça qu'il est un petit peu au-dessus du barbare, c'est que vous avez des options de support qui sont intéressantes. Donc, vous pouvez soigner les gens avec imposition des mains, et vous pouvez sentir les présences, les auras maléfiques autour de vous. Donc, que ce soit sentir les morts-vivants, par exemple, ou les démons. Mais ça, c'est intéressant parce que vous êtes alors soudainement aussi utile quand vient le temps d'enquêter, que ce soit dans un donjon ou dans une situation où vous voulez savoir si quelqu'un est méchant. Je pense que là où ça devient compliqué, c'est qu'on voit souvent le paladin comme extrêmement limité par son code moral. Donc, pour certains joueurs, c'est difficile à jouer, puis je le conçois. Fait que soudainement, on peut vraiment être le casseux de party puis faire « Ah ben non, on peut pas faire ça, c'est illégal. Je suis un paladin, je peux pas vous laisser faire ça, moi vous tuer. » Il faut quand même en prendre puis en laisser. Fait que le code moral, il va falloir en trouver un qui est compatible avec le groupe, sinon on n'aura juste pas de plaisir. Vous pouvez être drôle, vous pouvez être le fun, vous pouvez faire des mauvais coups. Vous êtes pas obligé d'être Jésus-Christ personnalisé, c'est pas ça le but avec le paladin. Fait que oui, je pense que pour ça, il se retrouve un peu plus bas que d'autres classes, mais vraiment très intéressant. 9e place, on a l'occultiste, ou le warlock, ou le sorcier, dépendamment de la traduction que vous utilisez. Mais en gros, le warlock, c'est une classe intéressante. C'est une classe qui est assez récente dans l'histoire de publication du jeu. Vous êtes un lanceur de sorts, combattant. Vous êtes vraiment un spécialiste des forces occultes qui avait reçu des pouvoirs d'une entité d'un autre monde. Ça peut être une fée, un démon, une horreur ancienne, Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est le pacte que vous avez fait avec cette entité-là pour hériter de ces pouvoirs-là. Fait qu'il y a un lot de potentiel d'histoire ici qui est vraiment, vraiment chouette. Bien sûr, vous avez les invocations, qui sont des façons dont votre corps est modifié, votre âme est modifiée grâce à votre patron. Les invocations sont super chouettes. Ça peut donner beaucoup de saveur à votre personnage. Ce que je trouve un peu dommage avec le Warlock, c'est que narrativement, c'est extrêmement fort, le fait de vénérer un truc un peu weird. Mais je trouve que mécaniquement, c'est pas nécessairement toujours impressionnant les pouvoirs qui vous sont accordés par cette entité-là. Je trouve que là, peut-être une espèce de... Pour moi, c'est là où il y a une dissonance. C'est oui, j'ai fait un pacte avec ces entités-là pour obtenir un cantrip qui fait 1 des 10 dégâts. Je sais que c'est pas juste ça, je le sais, c'est des jokes. C'est beaucoup une classe dans laquelle on va se multiclasser aussi. Donc il est pas rare de voir un moine, un roublard, un guerrier prendre un niveau de warlock pour avoir accès à des sorts ou pour simplement avoir accès à certaines habiletés intéressantes que le warlock obtient au niveau 1. Parce que le niveau 1 du warlock est super, là. Fait que si vous cherchez à vous multiclasser, ça peut être intéressant mécaniquement et narrativement. On a ensuite en 8e place l'ensorceleur, qui est, à mon avis, la classe de lanceur de sorts par excellence pour ceux qui débutent. Si vous êtes intimidé par les lanceurs de sorts, puis que vous êtes comme, je sais pas comment ça marche, j'ai peur, je veux pas avoir à lire plein de sortilèges, ça a l'air d'être beaucoup de trucs à lire, l'ensorceleur, c'est parfait. Le concept, c'est que vous avez une magie innée en vous. Vous êtes né avec la magie, vous touchez la toile malgré vous. Fait qu'il y a tout un lot d'histoires intéressantes à écrire ici. Mais en plus, ce que ça fait mécaniquement, c'est que vous avez une toute petite liste de sorts. Mais ces sorts-là, vous pouvez les lancer plusieurs fois par jour. Donc vous n'avez pas besoin de connaître plein de sorts, vous avez juste besoin d'être très familier avec les sorts sur votre liste à vous. Il y a aussi la métamagie. Donc c'est des points que vous pouvez dépenser pour amplifier vos sorts, pour les rendre plus performants, les lancer plus loin, etc. C'est parfait pour débuter. La seule affaire, je pense, c'est que il y a d'autres lanceurs de sorts qui ont un petit peu plus d'options. Si vous voulez vraiment être juste lancer boule de feu, juste lancer éclair, juste devenir invisible une fois de temps en temps, l'ensorceleur, c'est fait pour vous. Mais si vous voulez avoir un coffre à outils un peu plus grand, il y a d'autres classes sur votre liste. 7e place, on a le moine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui s'entendent pour dire que le moine, c'est la pire classe du jeu. Puis, je suis d'accord avec eux en théorie. En théorie, toutes les autres classes font mieux que le moine, ce que le moine sait faire. Fait que si vous voulez aller au combat puis donner des coups de poing,
mais des fois, étonnamment, le paladin ou le guerrier sont capables de faire ça mieux que vous s'ils prennent les bons dons. Fait que c'est un peu dommage, c'est un peu décevant parce que sur papier, le moine ne performe pas, a pas assez d'action, a pas assez de ressources pour déployer ses pouvoirs cool. Mais c'est sans contredit une des classes les plus agréables à jouer. C'est une des classes les plus cool à jouer. Fait que les livres, là, je laisse ça aux poubelles. C'est pas tout dans la vie. Une classe ne se résume pas à son dommage par round, à son dommage par seconde. Moi, les moments les plus intenses de la plupart de mes campagnes de jeux de rôle sont reliés à un moine. Parce que vos aptitudes de classe sont tellement cool que oui, vous ne serez peut-être pas capable de les faire à chaque round, à chaque tour de combat. Mais quand vous êtes capable d'arrêter la flèche d'un assassin en vol qui visait le roi, je peux vous jurer que votre groupe va en parler pour le reste de leur jour. Quand vous êtes capable de sauter dans les airs puis de sonner un dragon ancien qui se dirige vers vous, ça, mes amis, le groupe va tomber en bas de leur chaise. Les aptitudes comme arrêt de projectile, attaque étourdissante, c'est juste tellement puissant, c'est tellement épique, c'est tellement le fun. Et oui, il y a certaines habiletés qu'elles sont super situationnelles. Puis oui, vous allez faire moins de dégâts que les autres. Puis oui, vous allez avoir à rouler plus de dés pour souvent manquer votre coup. Tu sais, nous, les souvenirs qu'on a, c'est pas nécessairement genre, ah, tu sais, le round où t'as fait 38 dégâts au niveau 3, là, ah, ça, c'était donc ben cool. Non, c'est pas ça qu'on se souvient. On se souvient des moments narratifs de jeu extraordinaires où le moine marche sur l'eau, grimpe sur les murs, fait des backflips pour aller chercher une orbe entre un paquet de cultistes sans avoir d'attaque d'opportunité. T'sais, ça, pour nous, c'est ça le jeu. Puis le moine, si vous cherchez à avoir du fun puis à jouer le jeu, je pense que si vous avez un bon maître, vous allez avoir du plaisir. C'est pas juste faire du dégât, le jeu. Alright? 6e place, le guerrier. Fait que oui, le guerrier qui a la réputation d'être un petit peu beige, un peu vanille. C'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas une saveur aussi forte que les autres classes martiales du jeu. Mais le guerrier, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de dons. Alors, c'est libre à toi de créer ton concept. C'est une page blanche, le guerrier, sur lequel tu peux faire émerger à peu près n'importe quel concept de personnage. Tu sais, un gladiateur, un pirate, un homme venu du futur, un génie tactique, un combattant, un général, un écuyer qui apprend à découvrir le monde, un ancien truand. Tout est possible avec le guerrier. Il faut juste choisir les bons dons. Mais en même temps, c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que les dons, comme mécanique dans la 5e édition, ça a clairement une limite. Il y a des dons qui sont meilleurs que d'autres, puis une fois que tu les as pris, ben ils sont pris. Fait qu'il te reste plus qu'à prendre comédien puis pouvoir imiter la voix des gens, tu sais. Mais on a tout un lot d'aptitudes vraiment géniales. Sursaut d'action. Fait que si t'as juste le goût de faire 2 tours dans ton tour, 2 actions pour le prix d'une, tu sais, c'est absolument génial. Le guerrier est bien sûr une super classe dans laquelle se multiclasser. Fait que si vous voulez avoir un peu de juice, le guerrier, c'est parfait d'avoir juste 1 ou 2 niveaux dedans pour aller chercher les petites attitudes chouettes. 5e place, le roublard. Quand on parle des classes qui sont le fun à jouer, le roublard assurément arrive en tête de liste. Fait que oui, créer des embuscades, se cacher dans l'ombre. Puis vous avez tellement d'actions aussi, avec Cunning Action, qui vous permet d'avoir justement une action bonus pour vous désengager, pour vous cacher. Mais soudainement, votre tour, c'est pas uniquement de vous placer puis de faire de l'attaque sournoise, c'est aussi comment je vais faire pour planifier mon dégât pour le prochain tour. Est-ce qu'il y a des barils derrière lesquels je peux me cacher? Est-ce que je peux me mettre derrière le rideau? Est-ce que je peux... Tout ça, c'est génial parce que ça vous permet d'être créatif. Fait que oui, c'est le classique voleur aussi, l'archétype du ninja, de celui qui se cache dans l'ombre, de l'infiltrateur par excellence. Puis vous avez accès à expertise, qui est assurément un as dans votre manche pour toutes les compétences du jeu. Donc le roublard, c'est pas uniquement le voleur classique, le gars qui va voler les objets magiques dans le magasin.
il va aussi potentiellement, si vous mettez expertise dans histoire, dans arcane, dans athlétisme, vous pouvez être une brute pour grappiller les gens, les pousser en bas d'une falaise, ou simplement déchiffrer des vieux tombes magiques. Fait que le défi du roublard, ça va être de travailler en équipe. Parce que c'est sûr que c'est possible de faire comme « Hey, je pourrais aller faire de l'exploration, puis je pourrais aller chercher l'orbe tout seul, puis revenir, puis la ramener, puis la quête serait finie. » Mais qu'est-ce qu'ils vont faire les autres joueurs? Les autres, ils vont te regarder en faisant « Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On te fait un sandwich? » Quatrième place, le barde. Fait que vous êtes le fameux Jack of all trades, c'est-à-dire le spécialiste en un peu tout. Vous n'êtes pas excellent en magie, vous n'êtes pas excellent pour vous battre, mais vous êtes pas pire dans tout. Tu comprends-tu? Puis je dirais même que dans 5e édition, vous êtes très bon dans tout. Puis je pense que c'est là où, à mon avis, le barde est une excellente classe pour démarrer. Même si vous faites une classe, si vous avez un groupe avec juste 2 ou 3 personnages, vous n'êtes pas beaucoup dans votre groupe de joueurs, le barde, là, c'est la colle, c'est le liant, c'est celui qui va remplir ce que les autres sont pas capables de faire. Il peut guérir. Si vous prenez le bon archétype, il peut être au combat, il peut lancer de la magie, il peut négocier, il peut avoir des compétences, il peut crocheter des serrures, c'est incroyable. En plus, inspiration bardique. Vous pouvez vous mettre à chanter ou à faire un discours inspirant et donner un dé que vous remettez à vos partenaires pour améliorer leurs attaques ou leurs jets de compétences ou même un jet de sauvegarde si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Si vous aimez être le visage du groupe, celui qui va être un peu mis de l'avant parmi le reste de votre troupe d'aventuriers, ben le barde, c'est un excellent choix. Puis il rock très fort, vraiment là. On est rarement... Il y a rarement un tour où on n'a rien à faire quand on est le barde. Troisième place, le magicien. À mon avis, un des meilleurs lanceurs de sorts du jeu. Vous avez un vieux grimoire, des parchemins, vous avez étudié la magie et vous apprenez au fil de votre carrière tout un lot de nouveaux sortilèges. À chaque jour, vous choisissez les sorts que vous apprenez dans votre grimoire et que vous allez lancer au fil de la journée. J'ai souvent entendu mes joueurs magiciens dire « Fais-toi-en pas, j'ai ce qu'il nous faut. » Tu comprends? Et ça, pour moi, c'est ça le plaisir d'être un magicien. C'est de savoir qu'on va sauver le groupe dans un moment où le méchant est sur le point de se téléporter, dans un moment où on est en train de tomber dans un ravin, dans un moment où il y a un dragon qui nous fonce dessus au bout d'un couloir. Ben, là, soudainement, on est content d'avoir un magicien qui connaît dissipation de la magie, mur de pierre. Pour jouer un magicien, il faut avoir envie d'utiliser son intelligence de joueur aussi. Fait que oui, vous avez peut-être 20 d'intelligence sur votre fiche, mais il faut que comme joueur, vous ayez envie d'ouvrir cette boîte à outils magique puis de chercher des façons de briser le jeu gentiment avec ces sorts-là. Il faut penser en dehors de la boîte. Fait que vous n'êtes pas nécessairement obligé de lancer boule de feu puis éclair à tous les tours. C'est pas... Excusez-moi, j'ai perdu ma baguette. Ce que je veux dire par là, c'est que un bon magicien peut être aussi celui qui connaît serviteur invisible. C'est celui qui peut faire des blocages pour ouvrir les portes quand on n'a pas de voleur. C'est celui qui peut faire passe-muraille pour traverser le mur qui bloque votre chemin sur le donjon puis qui vous amène directement au boss final. C'est vraiment le hacker du jeu. Si vous me permettez l'allégorie, moi, quand j'ai une partie avec un magicien, je m'attends à ce que mon joueur magicien vienne briser mes plans. Puis faire comme « Oh mon Dieu, que j'avais pas prévu ça! » C'est ça le plaisir de jouer un magicien. C'est de vouloir un petit peu bidouiller le système, puis de tester ses limites. Mais il faut savoir aussi que le magicien, son gros défaut, c'est que bas niveau, vous avez tellement peu de ressources que vous allez forcément être contraint d'utiliser une arbalète ou de vous cacher un tour parce que vous avez plus de sorts. Et quand tu es dans une situation, même au niveau où ta magie a plus d'effet, tu te combats contre un golem ou t'as pas le bon sort, t'as pas le choix d'aller te cacher. Tu comprends? Puis c'est ça aussi qui est agréable. Il faut être bon joueur, il faut être bon perdant, puis faire, OK, là, j'ai atteint les limites de ma magie, je suis mort. Deuxième place, le druide. Le druide qui est brisé de plusieurs façons dans le jeu. Fait que c'est l'amant de la nature, celui qui est en communion avec les forces de l'univers. Puis pas juste les animaux et les plantes aussi, les plants, les éléments. À mon avis, c'est une des meilleures classes pour résoudre des problèmes de façon créative.
pouvez vous transformer en animaux, en bêtes, n'importe quelle bête. Vous avez des limites quand vous commencez votre carrière, mais rapidement, vous allez pouvoir devenir un ptérodactyle. Vous allez pouvoir vous transformer en élémentaire si vous choisissez le bon archétype. Parce que oui, bien sûr, vous avez accès à tous les sorts de support, fait que vous allez pouvoir guérir vos amis, vous allez pouvoir les nourrir avec baie nourricière, vous allez pouvoir transformer le champ de bataille en véritable champ de mine. Vous pouvez être un tank absolument extraordinaire, presque équivalent aux barbares. Et en plus, vous avez accès à tout un lot de sorts pour animer des plantes, parler aux animaux. Mais il faut aussi vouloir de cette thématique-là, de lien avec la nature. C'est ce qui ne fit pas nécessairement avec tous les concepts de personnages. Puis c'est correct. Parce que je veux dire, il faut bien qu'il y ait un défaut, un peu, cette classe-là. Et finalement, la meilleure classe de Donjon Dragon, c'est le cléric, le clerc, le prêtre. C'est la classe de support, par excellence. Alors, support, on entend par là guérir vos amis qui n'ont plus de points de vie, soigner les gens qui sont malades, rendre des habiletés perdues. Il y a tellement de trucs, des fois, qui viennent nous drainer dans le jeu, que ce soit des niveaux d'épuisement, justement des malédictions, la lycanthropie. Le cléric vient tout simplement régler tous ces problèmes-là d'un seul petit sort avec un peu de poudre de diamant, c'est tout ce que ça te prend. C'est une classe qui est super versatile. Donc, dépendamment du domaine que tu vas choisir, ton prêtre va être unique. Il peut être autant un combattant qu'un nécromancien, qu'un soigneur expert, un guérisseur qui va rendre tellement de points de vie à l'équipe. Moi, ce que j'aime de jouer une classe support, surtout quand je commence à jouer avec un nouveau groupe, c'est que tu te fais des amis. T'es toujours là pour sauver la vie des autres. T'es toujours là pour régler leurs problèmes. T'es le héros qui sauve leur personnage. Puis c'est ce que j'aime du clerc, du prêtre. On doit le dire aussi, la grosse force du clerc, c'est que tu as accès à tous les sorts sur la liste des prêtres. Fait que tu as juste à passer dans ces sorts-là, puis à tous les matins, tu choisis ce que tu veux avoir dans ton arsenal. Fait que tu peux choisir les sorts de dégâts, tu peux choisir les sorts de contrôle de zone, ou tu peux choisir les sorts pour guérir le monde. Ça prend un peu de lecture, assurément. Faut connaître un petit peu la liste de sorts. Fait que ça peut être déroutant si c'est votre tout premier personnage. Mais à mon avis, c'est vraiment une des classes qui a le plus de potentiel. Puis, Seigneur, si je le mets dans le top de la liste, au moins je vais être sûr qu'il y a toujours un cléric dans chaque groupe. Tu comprends ce que... Je travaille pour vous, Internet. Fait que voilà, c'était mon top 12 des classes de Donjon Dragon 5e édition. Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse sur d'autres jeux de rôle? J'aurais aimé ça faire mon top des classes pour Pathfinder! Première, deuxième édition, mon top des clans dans Vampire la Mascarade, ce genre de choses. Si ça vous intéresse, laissez-le en commentaire. Puis dites-nous aussi, c'est quoi votre classe préférée? Parce que je suis curieux de savoir. Le monde, trouves-tu vraiment que le moine est si poche que ça? Fait que voilà, puis on se retrouve bientôt pour d'autres tops et d'autres vidéos sur le jeu de rôle, Donjon Dragon et la vie.